Nora aperçut l'avion pour la première fois à l'endroit où le glacier s'était fondu après un été particulièrement chaud. Elle vérifiait les mouvements rocheux pour le bureau régional de surveillance lorsqu'une courbe argentée et terne apparut sous la glace. Trop lisse pour être une pierre et trop grande pour être un simple débris. Au début, elle pensa qu'il s'agissait d'une partie d'un ancien abri. Puis l'hélicoptère effectua un nouveau cercle et elle aperçut l'aile. Lorsqu'elle atteignit le site à pied, la moitié du fuselage avait déjà émergé de la pente en train de dégeler. Le nez était enfoui dans une glace compacte, mais la queue et la porte de chargement étaient visibles. Incliné comme si l'appareil avait glissé jusque-là avant de s'arrêter définitivement. La peinture était délavée, le logo presque effacé, mais la silhouette était sans équivoque. Nora restait debout dans le vent froid de la montagne, à observer l'épave. Quelques appels et des recherches sur Internet lui apprirent que 28 ans plus tôt, un vol cargo nommé Nordline 800C avait disparu lors d'une traversée hivernale dans le nord. Il ne transportait aucun passager, seulement 2 membres d'équipage et une soute remplie de marchandises commerciales. Les équipes de recherche avaient fouillé la région pendant des semaines, puis des mois. Rien n'avait jamais été retrouvé. L'affaire était devenue l'une de ces vieilles histoires que l'on évoque seulement lorsqu'on parle de tempêtes et de malchance. À présent, l'avion reposait enfin à découvert. Nora prit une photo et ressentit l'étrange attraction d'un mystère qui attendait d'être résolu depuis bien plus longtemps qu'elle n'occupait son poste. Les autorités arrivèrent avant le coucher du soleil, secours en montagne, enquêteurs de l'aviation, policiers et équipes de récupération. Tous étaient à la fois graves et enthousiastes à l'idée d'escalader jusqu'à un avion disparu depuis les années 1990. Nora resta sur place parce qu'elle avait fait la découverte et parce que l'enquêteur principal, Eric Voss, lui posait constamment des questions pratiques sur la pente, le dégel et la stabilité de la glace pour la nuit. Lorsqu'ils atteignirent la porte de chargement, tout le monde se tut. L'avion n'avait pas explosé. Il ne s'était pas désintégré. Il semblait avoir effectué un atterrissage brutal, mais contrôlé sur le glacier avant de glisser dans une cuvette où la glace l'avait ensuite emprisonné. Le train d'atterrissage avait été arraché, un moteur écrasé et le ventre de l'appareil sévèrement endommagé, mais le fuselage avait largement résisté. Eric éclaira d'abord le cockpit avec sa lampe. Aucun corps, dit-il après un moment de surprise. Cette découverte changea immédiatement l'atmosphère. La soute racontait la même histoire. La plupart des caisses étaient encore solidement arrimées, mais le passage vers l'écoutille arrière était dégagé. Un kit de survie manquait. Une couverture thermique pliée reposait près de la paroi de la cuisine. Dans le cockpit, une carte de route avait été annotée au crayon et le câble de la balise de détresse avait été débranché manuellement. Rien de tout cela ne semblait accidentel. Tout indiquait que l'équipage avait survécu à l'atterrissage, s'était déplacé méthodiquement dans l'avion, puis l'avait quitté avec un plan précis. Le véritable mystère n'était plus de savoir où l'avion avait disparu, mais ce qui s'était passé après son atterrissage. Le lendemain matin, une fois la structure jugée suffisamment sûre, Nora entra dans l'appareil avec Eric. L'air à l'intérieur était métallique et stagnant, chargé de poussière de givre et de l'ancienne odeur du fret. Des caisses en bois marquées comme contenant des pièces mécaniques, des vannes et du matériel agricole étaient alignées proprement dans la soute, toujours maintenues sous des sangles gelées. Ce qui troubla Nora n'était pas les dégâts, mais l'ordre qui régnait. Quelqu'un avait fouillé, trié et pris des décisions ici après l'atterrissage. Près du cockpit, un thermo reposait sur le côté à côté d'un rail de siège. Dans l'espace cuisine, un emballage vide de rations alimentaires était glissé sous un panneau desserré. Sur le sol se trouvait une carte de route portant un repère au crayon bien loin de l'itinéraire officiel, pointant vers une ancienne cabane météorologique située à 8 km sur une grille de relevée. Cela avait du sens. Si l'équipage était sorti vivant, il lui fallait un abri. Puis Nora remarqua autre chose. Vers l'arrière de la soute, un panneau métallique du plancher paraissait différent des autres. Les vies étaient anciennes, mais moins corrodées,
comme si elles avaient été retirées puis remises en place peu avant que l'avion ne disparaisse sous la glace. Eric s'accroupit à côté et passa un doigt ganté le long du bord. « Ce panneau a été ouvert, dit-il doucement. Il ne l'ouvrit pourtant pas immédiatement. Il voulait d'abord vérifier la cabane météorologique. » Nora observa une dernière fois la carte annotée. Quelqu'un à bord connaissait l'existence de cette cabane. Quelqu'un avait prévu de l'atteindre. La cabane se trouvait au-delà de la crête, dans une petite vallée, à moitié cachée derrière d'anciennes barrières à neige et des pins tordus. Nora s'y rendit avec Eric et 2 sauveteurs en fin d'après-midi. Le bâtiment était abandonné depuis des années, mais l'intérieur semblait figé dans le temps plutôt que détruit. Un poêle rouillé occupait un coin. 2 lits de camp étaient appuyés contre un mur. Près de la fenêtre se trouvaient des boîtes de rationnement, anciens reste-bandages médical qui sèchent et ne faisaient pas protéger partie du pendant toutes ces années matériel d'origine de la station. Eric fouilla sous l'un des lits et découvrit une boîte à tabac enveloppée dans un morceau de tissu. Note pliée, ancien reste-bandage médical qui sèche et ne faisait pas protéger partie du pendant toutes ces années. Elle était signée Adam Lynn, le copilote du Northline 816. La note était courte, écrite en lettres tremblantes. Adam expliquait que l'avion avait réussi à se poser sur le glacier après un détour auquel il s'était opposé. Le capitaine Rank Beau avait également survécu. Adam écrivait qu'il craignait que la cargaison ne soit pas celle décrite dans les documents officiels. Avant de quitter l'appareil, il avait caché des copies des documents d'expédition ainsi que d'autres preuves sous un panneau du plancher de la soute. Au cas où quelqu'un arriverait avant les secours. Il ajoutait qu'il se rendait à la cabane pour attendre. Tout en bas, une dernière phrase avait été ajoutée avec une pression plus forte sur le crayon, comme si elle avait été écrite plus tard et dans l'urgence. « Si nous disparaissons, la vérité restera dans l'avion. » Nora regarda Eric. Cette note changeait tout. Le compartiment secret n'était plus une simple hypothèse. Il était devenu le C-ur même de l'histoire. Ils retournèrent à l'avion avant le coucher du soleil. Une fois le panneau photographié, Eric retira les vis une à une tandis que Nora maintenait la lampe. Le métal se souleva dans un grincement sec. En dessous se trouvait un compartiment étroit, juste assez profond pour contenir des mallettes plates et des tubes à documents. Someone had built un taux de cargo flow long before the flight. Inside they found a sealed canvas push, 2 undeveloped film rolls in metal canister, a second cargo manifest. And a stack of custom tags, whose numbers did not match the official paperwork. Beneath those several photographs wrapped in wax cloth. Nora led them out on an empty crate 1B1. The image showed carved stone figure, bronze piece and small gold object packed inside plain industrial box. The label on those box matched the fake company listed on the second manifest. The machine part enrolled had not been machine part at all. Part of the load had been smuggled antiquity hidden inside an ordinary freight shipment. For Nora, the discovery explained the note at once. Adam had not hidden the evidence after being bribed or threatened. He had hidden it before anyone reached the crash site. While he still believed he and the captain might die in the snow or be blamed for the route déviation, he had created insurance against whoever was behind the cargo. Eric looked at the false manifest in silence. Someone wanted this plan of the normal route, he said, and someone else wanted the proof gone. Old record opened quickly after that. A shell company, on the false manifest had booked cargo space at the last minute. It dissolved a month after the disappearance. Its listed office turned out to be an empty storefront. Insurance on the lost freight had been paid surprisingly fast. Even worse, one Northline dispatcher had approved the route change that night without filing a proper operation note. Nora sat with Eric inside the mobile command uni, while names and invoices spread across the table. The rough shape of it became clear. The plan had likely been diverted closer to a remote pickup point. The crew understood too late that something was wrong. The weather closed in.
Fuel became a concern. They brought the aircraft down on the glacier instead of losing it entirely. But if they survived, Nora said, why did no one ever hear from them? Eric turned Adam's note over again. Tucked behind it, almost hidden in the fold, lay a second scrap of paper. If I leave. They drove there the next morning. The address led to a small repair workshop behind a row of narrow ooze. An elderly man in a blue work jacket looked up when they entered. Eric placed the old crew photo on the counter without a word. The man stared at it, then sat down slowly. It was Adam Lean. Adam did not deny it. He looked from the photograph to the investigator and seemed to understand at once that the plan had finally been found. His voice was low, one thin by years of not using it for this story. He said he and Captain Rangbo had suspected custom trouble before takeoff, but not the full truth. When the weather worsened, Rank wanted to turn back. A dispatcher kept pushing them onward. By the time they broke away, they were low on fuel and trapped big clouds over the ridge. Rank landed the plan hard but saved them both. The next morning, a snow tractor reached the seat. Two men loaded one specific crat and promised rescue would follow. Adam Nolonger believed them. That was why he returned to the hold before leaving the plan and hid the copier document and photograph under the floor. He wanted protection if the men came back first. Then he and Rank walked to the weather hut and waited. A local contractor found them a day later and took them to a farmhouse. There, before the police ever arrived, a company lawyer met them. He warned that if the story came out, both pilots could be blamed for smuggling, route violation and insurance fraud. He offered money, legal protection and new lives if they stayed still. Rank accepted first. Adam followed. We were frightened, Adam said. And we thought the evidence was gone with the ice anyway. He had no idea the glacier would someday give the plan back. Captain Rangbo was found 2 days later in a Kiekar home near the coast. He was alive, free, and deeply relieved that someone had finally uncovered what he and Adam had failed to stop. Both men gave formal statement, de entier case shifted. Custom reopened their file. Insurance investigator followed the shell company. Stolen artifacts from a remote excavation were matched to the photograph hidden under the floor. What had seemed like a vanished freight plan was exposed as a smuggling operation that collapsed under bad weather, panic, and decade of silence. Nora returned to the glacier on the morning when recovery crews finally lifted the aircraft free. The fuselage rose slowly from old snow and meltwater, dripping in the pale light. It looked smaller hanging in the air than it had on the ground, almost ordinary. That somehow made the story stranger. For years, people had treated North Line 816 like a mystery too cold to solve. In the end, it came back because two frightened men had hidden the truth before they lost the nerve to speak. She stood there empty, the crew secured it, and the rotor faded over the valley. The mystery had not ended with treasure or a shocking confession in the dark. It had ended with paperwork, silence, and people who had waited too long to tell the truth. Somehow that felt more real. And for Nora, that made Farard tout forger. Traduction française. Quelqu'un avait aménagé cette cache dans le plancher de la soute bien avant le vol. À l'intérieur, ils découvrirent une sacoche en toile scellée, 2 pellicules non développées dans des boîtes métalliques. Un second manifeste de cargaison ainsi qu'une pile d'étiquettes douanières dont les numéros ne correspondaient pas aux documents officiels. Sous ces éléments se trouvaient plusieurs photographies enveloppées dans une toile cirée. Nora les étala une à une sur une caisse vide. Les images montraient des statues de pierre sculptées, des objets en bronze et de petites pièces en or emballées dans de simples caisses industrielles. Les étiquettes de ces caisses correspondaient à la fausse société mentionnée sur le second manifeste. Les prétendues pièces mécaniques transportées dans la soute n'étaient pas des pièces mécaniques du tout. Une partie du chargement était constituée d'antiquités de contrebande dissimulées dans un envoi de fret ordinaire. Pour Nora, cette découverte expliquait immédiatement la note.
Adam n'avait pas caché les preuves après avoir été soudoyé ou menacé. Il les avait dissimulées avant même que quiconque n'atteigne le site du crash. Alors qu'il croyait encore que lui et le capitaine risquaient de mourir dans la neige ou d'être tenus responsables du changement d'itinéraire. Il avait préparé une assurance contre les personnes impliquées dans cette cargaison. Eric observa le faux manifeste en silence. Quelqu'un voulait que cet avion quitte sa route normale, dit-il, et quelqu'un d'autre voulait faire disparaître les preuves. Les anciens dossiers furent rapidement réexaminés. Une société écran, figurant sur le faux manifeste, avait réservé un espace de chargement à la dernière minute. Elle fut dissoute quelques mois après la disparition de l'avion. L'adresse de son siège social s'avéra n'être qu'un local commercial vide. L'assurance du fret perdu avait été versée avec une rapidité surprenante. Plus inquiétant encore, un répartiteur de Northline avait approuvé le changement d'itinéraire cette nuit-là, sans enregistrer de rapport opérationnel approprié. Nora et Eric étaient assis dans l'unité mobile de commandement tandis que des noms et des factures s'accumulaient sur la table. Peu à peu, les contours de l'affaire se dessinèrent. L'avion avait probablement été détourné vers un point de récupération isolé. L'équipage avait compris trop tard que quelque chose n'allait pas. Le mauvais temps s'était installé. Le carburant était devenu préoccupant. Ils avaient posé l'appareil sur le glacier plutôt que de le perdre complètement. Mais s'ils ont survécu, demanda Nora, pourquoi personne n'a-t-il jamais entendu parler d'eux? Eric retourna une nouvelle fois la note d'Adam. Derrière elle, presque cachée dans un pli, se trouvait un second morceau de papier. Une adresse y était inscrite, dans une ville située à 3 heures au sud, suivie de 2 mots. Si vivant. Ils s'y rendirent dès le lendemain matin. L'adresse les conduisit à un petit atelier de réparation derrière une rangée de maisons étroites. Un vieil homme portant une veste de travail bleue leva les yeux lorsqu'ils entrèrent. Sans un mot, Eric posa sur le comptoir l'ancienne photo de l'équipage. L'homme la fixa longuement avant de s'asseoir lentement. C'était Adam Lynn. Adam ne nia rien. Il regarda la photographie puis les enquêteurs, comprenant immédiatement que l'avion avait enfin été retrouvé. Sa voix était basse, usée par des années de silence. Il expliqua que lui et le capitaine Rank Bo soupçonnaient des problèmes douaniers avant le décollage, sans en connaître toute l'ampleur. Lorsque la météo se détériora, Rank voulut faire demi-tour. Un répartiteur continua pourtant à les pousser à poursuivre leur route. Lorsqu'ils décidèrent finalement de s'écarter du plan prévu, ils manquaient déjà de carburant et étaient piégés par les nuages au-dessus des crêtes. Rank réussit un atterrissage brutal mais leur sauva la vie. Le lendemain matin, un tracteur des neiges atteignit le site. 2 hommes chargèrent une caisse bien précise et promirent qu'une équipe de secours suivrait. Adam ne les croyait plus. C'est pourquoi il retourna dans la soute avant de quitter l'avion et cacha les copies des documents ainsi que les photographies sous le plancher. Il voulait disposer d'une protection si ces hommes revenaient les premiers. Lui et Rank rejoignirent ensuite la station météorologique et attendirent. Un entrepreneur local les retrouva un jour plus tard et les conduisit dans une ferme. Là, avant même l'arrivée de la police, un avocat de l'entreprise vint les rencontrer. Il les avertit que si l'histoire éclatait au grand jour, les 2 pilotes pourraient être accusés de contrebande, de violation d'itinéraire et de fraude à l'assurance. Il leur proposa de l'argent, une protection juridique et une nouvelle vie en échange de leur silence. Rank accepta le premier. Adam fit de même. Nous avions peur, dit Adam. Et nous pensions que les preuves avaient disparu à jamais sous la glace. Il n'avait jamais imaginé que le glacier restituerait un jour l'avion. Le capitaine Rank Bo fut retrouvé 2 jours plus tard dans une paisible maison de retraite près de la côte. Il était vivant, affaibli, et profondément soulagé que quelqu'un ait enfin révélé ce que lui et Adam n'avaient pas réussi à empêcher. Une fois leurs déclarations officielles enregistrées, toute l'affaire prit une nouvelle tournure. Les douanes rouvrirent leur dossier. Les enquêteurs des assurances remontèrent jusqu'à la société écran. Des artefacts volés provenant d'un site de fouilles isolé
furent identifiés grâce aux photographies cachées sous le plancher. Ce qui semblait être un simple avion cargo disparu se révéla être une opération de contrebande qui avait échoué à cause du mauvais temps. De la panique et de plusieurs décennies de silence, Nora retourna sur le glacier le matin, où les équipes de récupération parvinrent enfin à dégager l'appareil. Le fuselage s'éleva lentement, dégoulinant d'eau de fonte sous la lumière pâle du jour. Suspendu dans les airs, il paraissait plus petit que lorsqu'il reposait au sol, presque ordinaire. Et cela rendait l'histoire encore plus étrange. Pendant des années, les gens avaient considéré le vol Northline 816 comme un mystère trop ancien et trop froid pour être résolu. Finalement, la vérité refit surface parce que deux hommes effrayés avaient caché les preuves avant de perdre le courage de parler. Nora resta là jusqu'à ce que l'appareil soit sécurisé et que le bruit des rotors s'évanouisse dans la vallée. Le mystère ne s'était pas terminé par un trésor ni par un aveu spectaculaire dans l'obscurité. Il s'était terminé par des documents, du silence et des personnes qui avaient attendu trop longtemps avant de dire la vérité. D'une certaine manière, cela semblait plus réel. Et pour Nora, c'était précisément ce qui rendait cette histoire si difficile à oublier.